Une étude récente affirme que la Lune a une queue, et chaque mois elle s'enroule autour de notre planète comme un foulard. Une queue fine composée de millions d'atomes de sodium qui suivent le satellite naturel de la Terre. Et notre planète la traverse régulièrement. Les collisions avec les météorites expulsent ces atomes de sodium de la surface de la Lune et les envoient dans l'espace. Durant plusieurs jours par mois, la Lune reste entre le Soleil et notre planète. C'est à ce moment que la gravité de la Terre récupère cette queue de sodium. Notre planète l'entraîne dans une longue bande qui s'enroule autour de son atmosphère. Cette queue de Lune est totalement inoffensive. Elle est aussi invisible à l'œil humain, 50 fois plus faible que ce que tu peux percevoir. Mais pendant ces quelques jours, les plus puissants télescopes peuvent repérer sa faible lueur jaunâtre dans le ciel. La queue ressemble à une tache brillante dont le diamètre est 5 fois supérieur à celui de la pleine Lune. Les mathématiciens affirment que les trous blancs pourraient exister. Malheureusement, les scientifiques n'en ont pas encore trouvé. Même si tu voyais un trou blanc, tu ne serais pas capable de rentrer dedans de l'extérieur. Mais tu verrais la lumière et la matière en sortir. Betelgeuse, une géante rouge située dans la constellation d'Orion, a commencé à diminuer d'intensité en 2019. Cela a déconcerté les astronomes. À ce moment-là, l'étoile avait déjà grossi dans des proportions gigantesques. Si elle devait remplacer notre Soleil, sa surface extérieure s'étendrait bien au-delà de l'orbite de Jupiter. Et puis Betelgeuse est donc devenue plus sombre à l'automne 2019. Ce processus s'est poursuivi jusqu'en février 2020. Les changements pouvaient déjà être observés à l'œil nu. Rien d'étonnant à ce que la luminosité de l'étoile ait diminué de 2/3. À cette époque, les astronomes étaient persuadés que Betelgeuse était sur le point d'exploser en supernova. Ils ont continué à observer l'étoile, mais, contre toute attente, elle a retrouvé sa luminosité habituelle en avril. Grâce au télescope spatial Hubble, les scientifiques ont compris que l'étoile avait en fait éjecté une partie de sa matière, et cela a partiellement bloqué sa lumière. Notre Voie lactée et la galaxie d'Andromède, notre plus proche voisine, vont se rencontrer. Mais cela se produira dans environ 4 milliards d'années. Quand elles rentreront en collision, une énorme galaxie elliptique verra le jour. Il pourrait y avoir plus d'eau sur la Lune que les scientifiques ne le pensaient jusqu'à présent. Et pas seulement sur sa face cachée, mais aussi sur sa face ensoleillée. Cette eau pourrait s'avérer utile lors des prochaines missions déjà prévues. Les exoplanètes Barbe à Papa sont des planètes spéciales situées en dehors de notre système solaire. Également appelées planètes super-enflées, elles ont la plus faible densité jamais découverte. Cela leur donne un aspect aérien et moelleux. Mais même si elles ressemblent à la friandise la plus populaire des parcs d'attractions, ces planètes sont énormes. La mission Juno a remarqué quelque chose d'étrange dans la haute atmosphère de Jupiter. Ce phénomène insolite ressemble à des lutins et des elfes bleus virevoltant au-dessus de la planète. Il s'agit de 2 types de flashs lumineux qui apparaissent pendant de courtes périodes de temps, de simples millisecondes. Ils s'étendent de haut en bas vers la surface de la planète. Sur Terre, ces éclairs se produisent généralement à une hauteur de 96 km au-dessus des gros orages. Dans l'univers, on trouve non seulement des planètes naines, mais aussi des galaxies naines. Elles comptent de 1000 à quelques milliards d'étoiles. À titre de comparaison, la galaxie de la Voie lactée est composée de 250 à 400 milliards d'étoiles. Une tempête de la taille de notre planète fait actuellement rage sur Saturne. On l'appelle la Grande Tache Blanche. Cette tempête a une queue de nuages blancs et elle fait le tour de la planète entière. La tempête se produit environ tous les 30 ans, lorsque l'hémisphère nord de Saturne s'incline vers le Soleil. Au début, la tempête est une simple tache. Et puis, elle commence à s'étendre en taille. C'est parce que la Grande Tache Blanche est un énorme système d'orage. Mais le mystère principal qui intrigue les astronomes est de savoir d'où la tempête tire son énergie. Certains scientifiques pensent qu'elle pourrait être alimentée par le Soleil. D'autres ne sont pas d'accord. Ils affirment que la configuration des nuages de la tempête ne peut que s'expliquer s'il y a une source de chaleur interne capable d'alimenter les vents. Les objets libres de masse planétaire ne tournent pas autour de leur étoile. Peut-être parce qu'ils n'en ont pas. Ces corps spatiaux qui flottent librement voyagent dans l'univers et peuvent se retrouver littéralement n'importe où. Ils sont aussi très difficiles à repérer. Ces planètes ne produisent pas de lumière. Elles n'émettent pas non plus de chaleur, ce qui signifie qu'elles ne peuvent pas être vues à l'aide de la lumière infrarouge. Mais il n'y a pas si longtemps, les astronomes ont repéré la plus petite planète de ce genre, qui se trouve dans la Voie lactée. Elle est plus petite que la Terre, mais un peu plus grande que Mars. La Lune semble rétrécir. Le satellite naturel de la Terre est aujourd'hui plus petit de 45 mètres qu'il ne l'était il y a des centaines de millions d'années. La raison de ce phénomène pourrait être le refroidissement des entrailles de la Lune. Cela pourrait aussi expliquer les secousses qui agitent la surface du satellite naturel de notre planète. Les astronomes ont récemment découvert que Mars est active sur le plan sismique.
Des séismes martiens se produisent régulièrement sur cette planète. Les scientifiques découvrent souvent des choses étranges dans l'espace. Beaucoup d'entre elles ressemblent à des taches floues. Mais il existe un type de tache qui ne ressemble à aucun autre corps spatial connu. Ces mystérieux cercles faits d'ondes radio sont visibles uniquement avec des radiotélescopes. Ce ne sont pas des restes de supernova ou à un effet d'optique bizarre. Certains astronomes vont jusqu'à affirmer qu'il pourrait bien s'agir des gorges de trous de verre. Ce sont des tunnels hypothétiques entre les trous noirs. Les sursauts radio rapides sont des sursauts d'ondes radio d'une luminosité aveuglante. Ils contiennent autant d'énergie que ce que produit notre Soleil en quelques jours, mais ne durent que quelques millisecondes. La plupart de ces sursauts radio rapides proviennent de très loin, bien au-delà de la Voie lactée. Mais récemment, les astronomes ont détecté certains d'entre eux provenant de notre galaxie, et leur source était un magnétar situé seulement à 30 000 années-lumière de notre planète. Tout liquide qui flotte dans l'espace se transforme en sphère. Ce phénomène se produit également dans l'orbite terrestre basse. Il n'y a pas si longtemps, les scientifiques ont découvert que l'une des étoiles les plus grosses du secteur avait tout simplement disparu. Il s'agissait d'une étoile située à 75 millions d'années-lumière de la Terre. Normalement, c'est trop loin pour que les astronomes puissent voir clairement une étoile en particulier, sauf si elles sont énormes. Et l'étoile dont nous parlons était gigantesque. Elle brillait 2,5 millions de fois plus fort que le Soleil. Les astronomes ont vu cette étoile pour la dernière fois en 2011. Ils ont décidé de l'examiner de plus près plusieurs années après, mais il était déjà trop tard. L'étoile avait disparu. Des étoiles aussi gigantesques s'éteignent généralement dans une supernova extrêmement brillante, mais les astronomes n'ont rien remarqué de la sorte dans ce cas. Il existe une théorie selon laquelle l'étoile se serait effondrée en un trou noir sans avoir déclenché de supernova au préalable. Cela se produit chez les étoiles en fin de vie, mais très rarement. Dans quelques milliards d'années, l'univers devrait connaître une croissance tellement importante que nous ne pourrons plus voir d'étoiles dans le ciel. Toutes les planètes du système solaire émettent des ondes radio. Elles sont particulièrement fortes si l'on parle de Jupiter. Cette planète possède le plus grand et le plus puissant champ magnétique. Mais les astronomes n'ont pu détecter aucune onde radio provenant d'une planète située en dehors du système solaire. C'est-à-dire jusqu'en 2020. Le signal enregistré par les scientifiques provenait d'une géante gazeuse, Toboitis. Elle se trouve à 51 années-lumière de notre planète. Grâce à ce signal, les astronomes ont réussi à en savoir un peu plus sur le champ magnétique de la planète. Et à l'avenir, cela permettra d'en savoir plus sur ce qui se passe dans l'atmosphère de la planète. La planète naine Haumea est plus éloignée de la Terre que Neptune. Elle est en orbite dans la ceinture de Kuiper. C'est un anneau de glace en forme de beignet qui tourne autour du Soleil. Cette planète allongée a 2 lunes. Une journée ici dure 4 heures terrestres. Dans l'ensemble, ce corps spatial est plutôt bizarre. Il est entouré de minces anneaux qui sont probablement apparus à la suite d'une ancienne collision. Une étoile de la galaxie GSN 069 est susceptible de se transformer en une planète de la taille de Jupiter au cours du prochain trillion d'années. Cela pourrait se produire en raison des rencontres régulières de l'étoile avec un trou noir. D'abord, les astronomes ont noté des éclats inhabituels de rayons X qui étaient étrangement brillants. Ils se produisaient toutes les 9 heures. Après avoir étudié ce phénomène pendant un certain temps, les scientifiques ont réalisé qu'il s'agissait d'une étoile qui se déplaçait sur une orbite unique autour d'un trou noir. Et les flashs éblouissants ? C'était la matière qui était aspirée de la surface de l'étoile par le trou noir. Il s'est avéré qu'au cours de millions d'années, le trou noir avait déjà transformé la géante rouge en naine blanche. Et ce processus n'est absolument pas prêt de s'arrêter comme ça. Des astronomes ont trouvé des traces de phosphine dans l'atmosphère de Vénus. Sur notre planète, ce gaz, incolore et inflammable, se trouve souvent là où vivent les microbes. Pas étonnant qu'une nouvelle théorie suggère qu'il pourrait y avoir de la vie sur Vénus. Mais même s'il y avait de la vie sur l'étoile du soir, elle n'aurait pu apparaître que s'il y avait aussi une atmosphère. Aucun organisme vivant ne serait capable de survivre à l'environnement extrême de la planète. La surface de Vénus est extrêmement sèche. Il n'y a pas d'eau liquide sur la planète. Et la pression est ici 90 fois supérieure à celle de la surface de la Terre. Les températures montent souvent à plus de 480 degrés Celsius. C'est assez chaud pour faire fondre certains métaux. Notre Soleil est incroyablement massif. Tu en veux une preuve ? Eh bien, 99,86% de toute la masse du système solaire correspond à la masse du Soleil. En particulier, l'hydrogène et l'hélium dont il est composé. Les 0,14% restants correspondent principalement à la masse des 8 planètes du système solaire. La Terre n'est peut-être pas la seule planète du système à avoir une activité tectonique. Les astronomes ont repéré des reliefs ressemblant à des falaises sur Mercure.
Si c'est le cas, l'activité tectonique pourrait expliquer le rétrécissement rapide de la planète rouge. Dans la plupart des films de science-fiction sur l'espace, le personnage principal se retrouve dans une ceinture d'astéroïdes et doit s'efforcer d'éviter les innombrables rochers qui menacent d'endommager son vaisseau spatial. Désolé de te décevoir, mais cela n'a rien à voir avec la réalité. La seule ceinture d'astéroïdes que les astronomes connaissent est située entre Mars et Jupiter. Il y a des milliers d'astéroïdes dans cette région, mais ils sont tellement espacés que les chances de collision sont quasi nulles. La vallée connue sous le nom de Valles Marineris sur Mars est plus de 10 fois plus grande que le Grand Canyon. Et c'est un énième sujet qui intrigue les astronomes, car après tout, Mars n'est pas une planète avec une tectonique des plaques actives. À la surface de Jupiter se trouve une région bizarre qu'on appelle la Grande Tache Rouge. Récemment, les astronomes ont conclu que cette tache est en fait une tempête qui fait rage sur la planète depuis des siècles. Mais il y a environ 20 ans, les scientifiques ont remarqué que cette zone rouge avait commencé à rétrécir. Aujourd'hui, elle ne fait plus que la moitié de sa taille d'antan. Et pourtant, la tache est toujours 1,5 fois plus grande que la Terre. En regardant les étoiles par la fenêtre de ta cuisine, tu te demandes: pourrais-tu envoyer une pizza dans l'espace? Et plus important encore, pourrais-tu encore la manger si elle revenait? Ce sont des questions très importantes. Ok, concentrons-nous. Comment allons-nous envoyer cette pizza dans l'espace? Étant donné que la première navette spatiale de la NASA a coûté environ 49 milliards de dollars, ils ne nous permettront sans doute pas d'emprunter une fusée pour la journée, car ils ont peut-être des choses plus importantes à faire. Sans notre fusée, nous ne pourrons pas faire monter la pizza aussi haut ni voyager à une si grande vitesse. Ok, ils peuvent garder leur fusée. Nous avons à notre disposition un ballon météo qui nous permettra quand même de faire un tiers du chemin vers l'espace en nous amenant dans la zone connue sous le nom de limite de l'espace. Étant donné que l'atmosphère là-haut est très fine, environ 1% de la pression au niveau du sol, ce n'est clairement pas un si mauvais substitut de l'espace réel pour ce test. Pour être sûr de pouvoir retrouver la pizza une fois qu'elle aura atterri, nous lui avons attaché des émetteurs radio avant le lancement. Ceux-ci enverront un signal avec une position GPS au sol qui sera ensuite placée sur une carte pour que nous puissions la suivre, ce qui nous donnera une bonne idée de l'endroit où la pizza se trouvera. Vive la technologie! Et juste comme ça, le moment est arrivé. Nous avons trouvé notre pizza intacte et après quelques moments de câlins passionnés et de caresses affectueuses, nous sommes prêts à en prendre une bouchée. Alors l'attente en valait-elle la peine? Quel est le goût de la pizza? Et peux-tu la manger? Oui, tu peux, mais le goût? Pas très bon en fait. Et nous avons oublié d'apporter notre micro-ondes. La croûte a été gelée à cause des températures extrêmement froides qu'elle a connues pendant son voyage. Et quand on dit gelé, même le centre de la pâte est glacé. Mais avant même de pouvoir le découvrir, nous remarquons que lorsque nous voulons arracher un morceau de la pizza, il ne se déchire pas comme d'habitude. Au contraire, il se détache comme si on venait de casser un morceau de brindille. On peut même entendre un craquement. Adieu pâte chaude et moelleuse. Il vaudrait mieux garder ça pour le dessert au cas où tu manquerais de glace. À bien y réfléchir, jetons-la tout simplement à la poubelle. Malgré tout, c'est plutôt incroyable que nous ayons pu envoyer cette pizza au bord de l'espace et que nous ayons quand même fini par la manger, non? Nous savons tous que la Terre a une lune, mais il y a 2 autres astéroïdes, 3753 Chryotney et 2002 AA29, qui sont en rotation synchrone avec notre planète. Le premier ne tourne pas vraiment autour de la Terre, mais suit une sorte d'orbite synchronisée avec la planète. C'est pourquoi on dirait qu'il suit la Terre sur une orbite stable, alors qu'en réalité, il a sa propre trajectoire spécifique autour du Soleil. L'autre suit une orbite en fer à cheval autour de notre planète. Sa trajectoire spécifique rapproche cet astéroïde de nous tous les 95 ans. Pourquoi l'atmosphère de notre planète ne s'évapore-t-elle pas dans le vide de l'espace ? Même si nous ne pouvons pas les voir, les molécules de gaz et de vapeur dont se compose notre atmosphère ont toute une masse. En tant que telles, toutes ces molécules ressentent l'attraction gravitationnelle de la Terre, tout comme nous. Elles pourraient s'échapper, c'est vrai, si elles avaient assez d'énergie. Par exemple, si notre planète était plus proche du Soleil, l'atmosphère serait plus chaude et ces molécules pourraient s'échapper plus facilement. Mais la Terre, heureusement, est juste à la bonne distance du Soleil et a exactement assez de masse pour que son atmosphère reste en place. Une étude récente affirme que la Lune a une queue.
et chaque mois, elle s'enroule autour de notre planète comme un foulard. Une queue fine composée de millions d'atomes de sodium suit le satellite naturel de la Terre. Et notre planète la traverse régulièrement de part en part. Les collisions avec les météorites arrachent ces atomes de sodium de la surface de la Lune et les envoient plus loin dans l'espace. Pendant plusieurs jours, chaque mois, la Lune reste entre le Soleil et notre planète. C'est à ce moment-là que la gravité de la Terre récupère cette queue de sodium. Notre planète l'entraîne dans une longue bande qui s'enroule autour de son atmosphère. Cette queue lunaire est totalement inoffensive. Elle est aussi invisible pour l'œil humain, moins 50 fois plus faible que ce qu'il peut percevoir. Mais pendant ces rares journées, les télescopes puissants peuvent repérer sa faible lueur jaunâtre dans le ciel. La queue ressemble à une tache brillante dont le diamètre est 5 fois supérieur à celui de la pleine lune. Tu ne vas pas le croire, mais la Lune semble être en train de rétrécir. Notre satellite naturel est aujourd'hui 35 mètres moins large qu'il ne l'était il y a des centaines de millions d'années. La raison de ce phénomène pourrait être le refroidissement des entrailles de la Lune. Cela pourrait aussi expliquer les séismes qui secouent sa surface. Il s'avère que beaucoup de planètes dans l'univers, et même dans la Voie lactée, ont de l'eau liquide ou gelée. La plus proche se trouve dans notre système solaire. Il s'agit d'Europe, l'une des lunes de Jupiter. Les scientifiques sont presque sûrs que sous sa surface gelée, il y a un véritable océan d'eau. Mais il est trop tôt pour s'emballer au sujet d'une éventuelle vie sur de tels mondes. L'eau liquide n'est qu'un des nombreux éléments qui doivent être réunis pour que la vie apparaisse sur une planète. En 2019, l'atterrisseur InSight de la NASA, dont le but était d'étudier l'intérieur de Mars, a enregistré le tout premier tremblement de Mars. Ces séismes arrivaient rapidement, environ 2 fois par jour, et la plupart d'entre eux étaient minuscules. Tu ne les sentirais même pas s'ils se produisaient sur notre planète. Jusqu'à présent, plus de 300 tremblements de Mars ont été détectés. Ce sont les premiers séismes sur un corps spatial autre que la Terre et la Lune. Un autre phénomène mystérieux découvert par la mission étaient des impulsions magnétiques bizarres. Elles se sont produites chaque jour à minuit autour de l'atterrisseur. On ne sait toujours pas ce que sont ces impulsions. Notre Lune pourrait receler beaucoup plus de poches d'eau que ce que les scientifiques pensaient. Sa surface présente ce qu'on appelle des pièges à froid. Ce sont des zones qui sont dans l'ombre en permanence. Si tu te tenais près de l'un des pôles de la Lune, en particulier le pôle sud, tu verrais de telles ombres partout. Il y a de minuscules pièges à froid, et il y en a des centaines beaucoup plus grands. Ces régions se trouvent dans une obscurité éternelle et pourraient même être restées sans le moindre rayon de soleil pendant des milliards d'années. Et aujourd'hui, les scientifiques pensent qu'elles cachent bien plus de choses que ce que nous pensions, y compris de petites plaques de glace, pas plus grandes que des pièces d'1 centime, mais tout de même assez pour que les astronautes puissent abreuver ou l'utiliser pour le carburant de leur fusée. La majorité de l'eau pourrait être stockée dans du verre ou quelque part entre des grains de la surface lunaire. Selon une théorie, une énorme partie de la surface de la Lune pourrait être en mesure de stocker de l'eau. Mais il semble impossible de le prouver tant que personne ne s'y rend physiquement ou tant que l'on n'envoie pas de rover qui creuserait sous la surface. La Lune n'est pas entièrement blanche, ni dépourvue de couleurs. Les astronautes d'Apollo qui ont atterri en 1969 ont dit que la Lune était un peu brunâtre. Des études ultérieures ont montré que certaines zones lunaires sombres présentaient des nuances de brun et de bleu. Parfois, quand on regarde la Lune, on voit un visage souriant. C'est bien évidemment une illusion, mais beaucoup de gens le voient malgré tout. C'est dû au fait que sur la surface de la Lune, on trouve des mers et des montagnes. Ces reliefs, vus de la Terre, correspondent à des zones d'ombre et de lumière. Ces mers, les zones d'ombre, sont des plaines de lave durcie provenant d'éruptions volcaniques qui ont eu lieu il y a très longtemps. Les zones de lumière correspondent aux collines et aux montagnes. À nos yeux, ces taches lunaires forment un visage souriant ou parfois une autre forme. Notre cerveau a tendance à nous jouer des tours dans ces situations. Il s'agit d'un phénomène appelé pareidolie. On voit des formes et des visages, même lorsqu'il n'y en a pas. C'est comme quand on voit un visage sur une tranche de pain grillé ou des formes dans les nuages. Les habitants de l'hémisphère nord voient une forme de visage dans ces mers lunaires. Les yeux sont la mer de la sérénité et la mer des pluies. La mer des nuées forme la bouche et les mers des îles et des vapeurs forment le nez. Mais ce n'est qu'une façon d'interpréter ces formes et cela fonctionne principalement dans l'hémisphère nord.
Les habitants de l'hémisphère sud, eux, voient la Lune à l'envers. Quand ils regardent la Lune, ils voient une personne qui porte des brindilles de bois. D'autres voient une femme avec les cheveux attachés, ornés de 2 bijoux, et ils voient son profil gauche. L'un des cratères rappelle un diamant qu'elle porterait autour du cou. Dans d'autres parties du monde, les gens voient un lapin. Les habitants du Nord-Ouest Pacifique en Amérique racontent une petite histoire sur le crapaud qu'ils voient dans la Lune. Un loup serait tombé amoureux d'un crapaud, mais le crapaud ne lui faisait pas totalement confiance. Il s'est donc enfui en bondissant sur la Lune. Est-ce qu'il existe des arcs-en-ciel sur les autres planètes? Les ingrédients pour composer ces phénomènes merveilleux sont des gouttelettes d'eau et de la lumière. Nous n'avons pas encore découvert de planète avec de l'eau en surface et il n'y a aucune atmosphère assez humide pour produire de la pluie. Mais les gouttelettes d'eau ne sont pas les seules capables de réfracter la lumière du Soleil. Titan est l'une des lunes de Saturne. Son atmosphère est pleine de gouttelettes de méthane liquide qui produisent probablement de la pluie. Il y a énormément de brume sur Titan. La lumière directe du Soleil n'est donc pas chose commune. Mais il y a quelques probabilités que des arcs-en-ciel de méthane se créent un jour. S'ils existaient, ils seraient semblables aux arcs-en-ciel visibles sur Terre. Mais ils seraient un peu plus larges car le méthane réfracte la lumière différemment de l'eau. Il existe un phénomène similaire sur Vénus appelé Glory. Les chercheurs ont pu observer ce phénomène optique semblable à un arc-en-ciel. Il s'agit de la lumière du Soleil qui entre en contact avec des gouttelettes d'acide sulfurique. Jupiter est une planète énorme. Elle fait environ 11 fois la taille de la Terre. Ce n'est pas tout. Notre planète est 2 fois plus petite que sa grande tache rouge, l'orage qui gronde sur Jupiter depuis plus d'1 siècle. On doit une fière chandelle à Jupiter. Ses radiations dépassent 1000 fois le niveau létal pour l'homme et sa force de gravité est si puissante qu'elle protège notre planète des collisions. Dans d'autres systèmes planétaires, les planètes géantes comme Jupiter peuvent se déplacer et s'éloigner de leur lieu de formation. Elles tournent en spirale et s'approchent de leur étoile. En se déplaçant et en s'approchant de leur étoile, elles peuvent causer beaucoup de dégâts. Elles peuvent englober ou détruire des petites planètes ou tout autre corps céleste sur leur passage. Mais si ces planètes géantes restent à leur place, loin de leurs étoiles, elles protègent tout le système planétaire et les planètes internes en les maintenant en orbite autour d'une étoile centrale. Jupiter a reçu le nom d'aspirateur du système solaire parce qu'elle englobe toute comète ou astéroïde qui s'approche trop. Elle peut aussi changer leurs orbites et les renvoyer dans l'espace, d'où elles ne reviendront pas avant très longtemps. C'est comme cela que Jupiter protège les planètes internes, même si parfois certaines comètes ou astéroïdes lui échappent, comme probablement l'astéroïde qui a causé l'extinction des dinosaures il y a 65 millions d'années. Les anneaux de Saturne sont les plus connus de notre système solaire. Ils sont grands, colorés et très visibles. Tu peux même les voir avec un télescope tout simple depuis ton jardin. Mais d'autres planètes ont des anneaux comme Uranus, dont les anneaux gagnent la 2e place des anneaux les plus intéressants du système solaire. Il s'agit de 13 anneaux composés de particules très sombres de tailles différentes. Ils sont sûrement récents, beaucoup plus récents qu'Uranus elle-même. Selon une théorie, ces anneaux sont composés de débris d'une ou plusieurs lunes détruites lors d'impacts à haute vitesse. La quantité de débris était largement plus importante, mais seules certaines particules ont survécu et forment les anneaux d'Uranus. Notre planète a perdu 60% de son atmosphère à cause de l'impact d'un astéroïde qui, selon une théorie, aurait créé la Lune. La collision entre la Terre et un corps céleste de la taille de Mars a eu lieu il y a plus de 4 milliards d'années. Les débris se sont concentrés en orbite autour de notre planète et ont donné naissance à la Lune. Il y a au moins 37 volcans actifs sur Vénus, ce qui démontre que son noyau est encore actif géologiquement. D'autres recherches ont montré que l'intérieur de la planète était chaud et composé de structures circulaires. Des jets de matière extrêmement chaude jaillissent à la surface de Vénus et c'est ainsi que ces structures se forment. C'est le même principe que pour les aires volcaniques des Hawaï. Mais les chercheurs pensent que ces structures sont le résultat d'une activité géologique passée et ils considèrent que Vénus a beaucoup refroidi en limitant l'activité géologique au noyau et que sa surface s'est tellement endurcie que la matière ne peut plus s'échapper de la croûte. En parlant d'éruptions, il y en a aussi sur la Lune de Jupiter. Sur notre Lune, il ne se passe pas grand-chose, mais sur Io, il y a des centaines de volcans.
Elle est considérée pour cette raison la lune la plus active du système solaire. Si on pouvait la visiter, on verrait des jets de soufre jaillissant à plus de 300 km dans l'atmosphère. Ces volcans émettent une tonne de particules et de gaz par seconde dans l'espace proche de Jupiter. Ce phénomène pourrait être dû au champ magnétique de Jupiter qui contracterait et décontracterait le noyau de Io en fonction de sa distance par rapport à sa planète mère, ce qui générerait de grandes quantités d'énergie suffisamment pour alimenter l'activité volcanique. Il y a des milliards de comètes dans notre système solaire. La plupart d'entre elles se situent dans le nuage de Oort et dans la ceinture de Kuiper. Une comète est généralement constituée de pierre et de glace jusqu'à ce qu'elle se rapproche du Soleil. Lorsqu'elle est proche du Soleil, elle se transforme en un nuage de gaz et de poussière. C'est pour cela que les comètes ont des queues. La surface de Pluton correspond à une série de dômes, de sommets et de crevasses qui se sont probablement formés à cause des nombreux cryovolcans. Il ne s'agit pas d'érosion ou d'autres activités géologiques, mais ce sont les cryovolcans qui projettent de la matière glacée à la surface. Sur ce même hémisphère, on trouve quelques cratères appelés New Horizons. Ils se sont probablement formés suite à des impacts d'astéroïdes assez récemment. Le noyau de Pluton a sûrement retenu de la chaleur, ce qui a permis à de la matière riche en eau et glace de se poser à la surface. Et ces volcans dont je parlais tout à l'heure ont pu se former à cause de l'eau qui s'est échappée du noyau de la planète et s'est congelée rapidement à cause des températures extrêmement basses et de la pression atmosphérique de Pluton. Uranus est une des planètes moins denses de notre système solaire. La moins dense est Saturne. Bien que sa masse soit 14,5 fois supérieure à celle de la Terre, Saturne est moins dense que l'eau. Cela signifie qu'elle flotterait dans une piscine, si cette piscine faisait plus de 60 000 km de diamètre. Ok, on parle d'une super grosse piscine. Revenons à Uranus. C'est une planète si peu dense que tu serais soumis à moins de 90% de sa pesanteur. Si bien sûr tu pouvais poser un pied sur sa surface nuageuse. C'est sur Mars que se déchaînent les plus importantes tempêtes de poussière de notre système solaire. Elles peuvent recouvrir toute la planète et durer des mois. Selon une théorie, ces tempêtes se déclenchent à cause de particules de poussière qui absorbent la lumière du Soleil et chauffent l'atmosphère de la planète rouge. Des poches d'air chaud se forment alors et se déplacent vers des zones plus froides en créant des courants d'air qui lèvent encore plus de poussière et ainsi de suite. L'atmosphère se réchauffe encore plus et d'autres courants d'air se forment et soulèvent encore plus de poussière. Il vaudrait mieux avoir 1 ou 2 balais à portée de main lorsque cela arrivera près de chez toi.